Bonjour à tous et bienvenue sur Jeunesse TV, l'émission qui vous donne la parole. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Jeunesse TV? Ce sont 4 émissions diffusées en live Facebook qui vont traiter de différents sujets comme les droits des jeunes, les écoles, etc. Et nous invitons à chaque fois des jeunes qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent sur le moment et qui vont pouvoir également poser des questions à nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler justement des droits des jeunes. Donc l'émission, on a essayé de la rendre la plus vivante possible. Avec les jeunes, on l'a construit. Donc il va y avoir des petites capsules vidéo, il va y avoir des textes, il va y avoir différentes choses, un débat pour essayer de rendre ça le plus vivant possible. N'hésitez pas à interagir avec nous directement sur le live Facebook. Donc on a un collègue ici qui pourra nous transmettre vos questions. On pourra les poser en direct à notre invité ou aux jeunes qui sont ici parmi nous. Je tiens tout d'abord à remercier la commune de Orgeauge, sans qui cette émission n'aurait pas pu se dérouler. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui dans leurs locaux, donc merci beaucoup à eux. Donc voilà, après la présentation de ce qu'est le projet Jeunesse TV, je vais vous présenter les jeunes d'aujourd'hui. Donc ce sont 4 jeunes qui viennent de Solidarité. Ils vous parleront de leur projet bien mieux que moi après, et je vais les laisser se présenter. Moi je m'appelle Jordan, j'ai 17 ans et je viens de Orp. Moi je m'appelle Romain, je viens de Jodon Souveraine et j'ai 17 ans aussi. Je m'appelle Rohan, j'ai 17 ans et je viens de Ramélie. Je m'appelle Maïva, j'ai 15 ans et je viens de Jordan. Donc ce qui compte aujourd'hui et ce qui importe pour nous dans ce projet jeunesse, c'est justement d'entendre le point de vue des jeunes et que ce soit eux qui puissent dire vraiment ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie de dire, et bien sûr qu'ils puissent poser des questions à notre invité. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir 2 invités de marque. Donc Florence Brion, nouvelle directrice de l'AMO de Jodon, qui succède à Jacques Duchesne. Nous avons aussi avec nous Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant. Un parcours riche dans le secteur de l'aide à la jeunesse, avec des fonctions allant d'éducateur à directeur de service. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme l'a dit Caroline, n'hésitez pas à interagir sur les réseaux pour poser vos questions, pour mettre vos réactions par rapport à ce qui va être dit ici dans le débat. Donc pour commencer, comme portrait de la semaine, on va vous présenter une petite capsule vidéo que les jeunes du projet Solidarité ont réalisée durant une activité. Donc voilà, on va vous lancer cette petite capsule. Peux-tu m'expliquer le projet de Solidarité? Le projet Solidarité est un projet citoyen composé de jeunes allant de 16 à 25 ans ainsi que de 2 éducateurs. Quel type de jeunes retrouve-t-on à Solidarité? On y retrouve des jeunes, comme je l'ai dit, âgés entre 16 et 25 ans, qui viennent de milieux différents et d'horizons différents et qui ont des cultures différentes. Ce sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou alors tout simplement qui se questionnent sur leur avenir. Combien y a-t-il de jeunes dans le groupe? Le groupe est composé de 8 jeunes et de 2 éducateurs. Dans quoi s'engagent les jeunes? Les jeunes s'engagent dans un projet dynamique basé sur 3 axes. Sais-tu m'expliquer les 3 axes avec des exemples? Un des premiers axes est tout simplement le service à la collectivité. Donc par exemple, on a été faire une distribution de soupe aux familles dans le besoin ou tout simplement des gens qui sont un peu isolés. Et le deuxième axe qui me vient en tête là, c'est la formation et la sensibilisation. Donc on a fait une sensibilisation au monde du handicap. Nos éducateurs nous ont présenté un film où on a un petit peu expliqué le monde du handicap. Et dans les formations, on va faire le BEPS. Et voilà. Et dans la maturation personnelle, chaque jeune a des objectifs qu'il met sur papier. Et chaque semaine, on fait une évaluation où on doit voir un petit peu comment on progresse dans nos objectifs. Et le but à la fin de l'année, c'est d'arriver à avoir accompli de ces objectifs en question. Où peut-on trouver Solidarité? Il faut savoir qu'il existe 8 antennes de Solidarité, donc des à Bruxelles et des ici en Wallonie. Moi, je fais partie, par exemple, de Solidarité Jodon. Donc maintenant, on va passer à une autre petite capsule vidéo. Donc c'est 3 jeunes qui l'ont réalisé. Donc par rapport à leur ressenti
durant le confinement, comment ils ont vécu les choses, par rapport aussi aux règles liées au virus. Voilà, encore une fois, cette vidéo a été faite durant une activité. Et donc c'est Laura, Mathieu et Rowan qui ont réalisé cela. Voilà. Bonjour, moi c'est Laura, j'ai 19 ans, j'habite à Jeudon et je participe au projet Solidarité parce que je suis en décrochage scolaire et pour d'autres raisons. Le confinement a été assez difficile pour moi au niveau de ne plus voir mes proches, faire des sorties avec eux et fêter les fêtes. Par ailleurs, j'ai pu découvrir certaines passions comme la guitare. J'ai pu me rapprocher de ma famille, faire des sorties autour de chez moi et tout. J'ai pu reprendre le projet Solidarité pour atteindre mes objectifs pour la fin de l'année et reprendre une formation. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans et pour moi le confinement n'a pas été si difficile que ça. Le seul problème que j'ai eu avec le confinement, c'était le fait que mon décrochage scolaire que j'avais déjà eu quelques mois auparavant grandisse à cause du confinement. Mais à part ça, c'est le seul problème que j'ai eu. Je me suis rapproché de ma famille, mes amis, et ouais, c'était bien. Et grâce aux règles qui se sont assouplies, j'ai pu rejoindre le projet Solidarité qui m'a déjà aidé à régler mon impulsivité et à devenir plus sociable. Je m'appelle Rohan, j'ai 17 ans, je suis des alentours de Jeudon, je suis à la Solidarité de Jeudon. Pour moi, le confinement n'a pas vraiment changé les choses, à part les bâtiments qui sont fermés, donc on sait faire moins de choses. Et les projets qu'on peut faire à la Solidarité, on ne peut pas tous les faire, mais on pourra pouvoir les faire après les vacances. Alors, cette semaine, nous avons la chance d'avoir des jeunes très motivés et bien impliqués. Donc, après ces 3 témoignages, nous en avons un dernier, mais celui-ci un petit peu particulier. Il s'agit du témoignage de Johanna. Donc, c'est une jeune de Solidarité qui n'a pas désiré s'exprimer aujourd'hui d'elle-même, mais qui a écrit un texte parce qu'elle adore écrire, elle aime bien s'exprimer à travers les mots. Et donc, elle l'a donné à Jordan pour que Jordan puisse nous le lire aujourd'hui. Je t'en prie, Jordan. Si on m'avait dit que 2020 serait une année difficile, je n'aurais jamais cru cette personne parce que qui aurait cru qu'un jour on aurait été confiné à cause d'un virus sorti de nulle part? Qui aurait cru qu'en 2020 nous devrions nous protéger avec des gestes barrières? Qui aurait cru que la population devrait fabriquer des masques pour tout le monde afin de nous protéger? Qui aurait pu croire que nous devrions porter un masque à chaque sortie? Qui aurait pu croire que nous devrions être séparés de notre famille durant des mois? Qui aurait cru que nous aurions un rapprochement avec notre famille ou d'autres des éloignements au contraire? Qui aurait pu croire qu'on ne pourrait plus voir autant ses amis qu'auparavant? Qui aurait cru qu'un tel virus aurait pu faire autant de morts? Qui aurait cru qu'un jour certaines personnes auraient peur de la mort plus qu'elles ne l'étaient déjà? Qui aurait cru que nous devrions être confinés des mois avec seulement les magasins essentiels ouverts? Qui aurait cru que nos activités extérieures seraient restreintes durant le premier confinement? Rendez-vous annulés, activités sportives en salle, formation. Qui aurait cru que beaucoup seraient sur Netflix, jeux vidéo, Discord et probablement d'autres réseaux sociaux au lieu de se promener? Qui aurait pu croire que 4-5 mois plus tard du déconfinement, on devrait être à nouveau confiné, mais en plus ou moins strictement? Qui aurait cru que certains se mettraient à faire plus attention aux tâches ménagères, bricolage ou jardinage? Qui aurait cru que certaines mesures prises seraient illogiques, comme les coiffeurs fermés mais les toilettages ouverts? Qui aurait cru que les nouvelles mesures prises par le gouvernement seraient plus difficiles à respecter qu'au premier confinement? Tout ça, je ne l'aurais jamais cru, ni même imaginé. J'aimerais dire un jour, ce cauchemar est enfin terminé. On sait que ça se produira, mais nous ne savons pas quand ce jour viendra. Merci Jordan pour cette belle lecture et merci à Johanna pour ce magnifique texte. Alors maintenant, nous allons passer à la partie un peu plus animée de l'émission, le débat. Donc encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et Thibaut est vraiment là pour nous donner vos questions et vos interactions et vos remarques et tout ce qui s'ensuit. Donc pour commencer le débat, ce sont les jeunes de Solidarité qui ont trouvé une façon différente d'amener ce débat pour ne pas poser des questions et réponses, etc. Donc ils ont pensé à autre chose. Donc à chaque fois, je vais leur dicter des mots différents qu'ils ont choisis, qu'ils ont déterminés et qui s'opposent un petit peu. Et ils vont pouvoir vous montrer avec leur pancarte quels mots ils choisissent ou s'ils n'arrivent pas à choisir entre les différents mots. Et à chaque fois, on fera des petites pauses pour que l'invité puisse débattre avec nos jeunes ou si les jeunes ont quelque chose à rajouter ou si vous avez des questions à leur poser. On est prêts? Ouais. Yes.
Pendant le confinement, vous préfériez jouer aux jeux vidéo ou voir vos potes? Donc ici, on a une grande majorité qui préfère rester chez eux avec leurs jeux vidéo. Alors, vous avez plus peur du Covid ou peur de votre vaccin? Ici, on a rajouté une troisième possibilité parce qu'il se peut qu'il n'ait peur de rien. Donc, voilà. Mettez ce que vous pensez. Donc, on en a 2 qui c'est du vaccin et il y en a 2 qui n'ont peur de rien. C'est pas mal, hein, c'est Ouais. bien. Mais le vaccin donne encore le temps, hein, de toute façon, il est tranquille. Hein. C'est ça. Alors, pour vous, les règles sanitaires sont-elles logiques ou illogiques? Entre les deux. On a un entre les Mitigé deux, un peu. Mitigé. un deuxième mitigé et 2 qui sont logiques. Je ne sais pas si notre invité a une question, une remarque. Mais je suis assez surpris, moi, de voir que autant de logique, parce que je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais je trouve que parfois elles sont compliquées, quoi. Outre les classiques, entre guillemets, la distanciation physique, le lavage des mains, etc., où là, je pense qu'on s'y est fait, il y a quand même beaucoup de règles qui changent régulièrement. Donc moi, je suis ravi, mais pas du tout surpris non plus, que les jeunes s'y font, entre guillemets. Même si, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui rechignent en disant ça change tout le temps, et c'est vrai que c'est très compliqué. Les responsables politiques sont devant une tâche assez importante, hein, d'arriver à coller le mieux aux réalités, trouver les meilleures décisions. Et donc voilà, ben, je ne suis pas surpris qu'il y ait un peu d'illogique et de logique. Hein. Est-ce que vous avez un exemple de règle que vous trouvez illogique? Tiens, il y a quelque chose qui vous vient directement quand vous pensez à ça? Bah oui, genre... Pourquoi dans les bus pour aller à l'école on peut être compressé, serré tous ensemble, mais dans les restaurants qui ont trouvé des moyens pour respecter les règles, on les ferme. C'est un bel exemple. Bah, c'est surtout que dans le bus, tu veux pas tellement mettre un certain nombre de gens et dire bah non, toi du coup tu rentres pas et tu vas pas à l'école en fait. Genre c'est un moyen, c'est certain, s'ils prennent pas le bus, bah en fait ils peuvent pas aller au travail, à l'école, etc. Et ils peuvent pas se permettre de ne pas y aller. Donc, et je pense pas qu'ils vont genre, rajouter des bus, etc. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, ce que toi, tu comprends dans la règle, c'est que oui, bah, les bus, on est obligé de les prendre pour Ouais, continuer à vivre. Du coup, on est obligé de s'entasser, tandis que peut-être dans les restaurants, on n'est pas obligé. C'est pas un truc essentiel. Oui. Tu vas pas perdre ton travail ou te retarder dans tes études si tu vas pas au restaurant. Oui, oui. Ben, c'est 2 logiques qui s'opposent, mais c'est 2 logiques qu'on peut entendre aussi. Jordan, lui, ben, il trouve que c'est pas normal qu'on puisse s'entasser dans les bus, alors qu'il y a des restaurants qui font tout leur possible pour mettre les plexis, pour réserver, etc. Voilà, on n'a pas tous le même avis, mais c'est dans ça que les règles sont des fois logiques, illogiques en fonction de qui on est et de ce qu'on fait dans la vie. Merci beaucoup en tout cas. On peut continuer ou vous avez... Alors, pendant le confinement, vous êtes plutôt solo dans votre chambre ou vous préférez les moments en famille? Voilà aussi, je suis mitigé entre les deux. Alors, on a encore un grand mitigé, un solo et 2 familles. Vous préférez rester chez vous ou aller à Solidarité? On en a 3 pour Solidarité, donc c'est déjà pas mal sur 4. Et Maëva qui préfère rester chez elle. Tu pourrais dire pourquoi ou... À cause de ma phobie des gens, je préfère totalement rester chez moi, même si c'est un beau projet. Mais c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu mal à l'aise, entre guillemets, à vivre en société, que tu appelles une phobie, enfin on peut dire comme on veut, c'est vrai que c'est une période particulière parce que ça nous incite évidemment. Et on a quand même pas mal peur que certains jeunes qui ont été assez bien centrés sur eux-mêmes, en partie confinés, n'aient développé ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, hein, donc cette idée de rester chez soi dans sa chambre avec très peu d'interaction avec les gens. Et donc c'est vrai qu'il faudrait être vigilant quand tout ça va s'ouvrir un peu plus, à accompagner ceux qui ont été rassurés paradoxalement par rapport à durant cette période où on a pu justement se recentrer sur soi, traîner beaucoup dans sa chambre, etc. Donc je trouve que c'est chouette que tu puisses le dire en tous les cas comme ça, que c'est pas si évident que ça pour tout le monde, hein, de vivre en société, d'avoir des relations, et que parfois ce refroidissement des relations, ça arrange certains, mais voilà, c'est bien. En effet. Ouais. Avant de continuer... Il y a juste, donc Thibaut, tu avais une question, une réaction?
Oui, nous avons deux questions via les réseaux sociaux. Donc une première de Léa. Comment fait-on pour connaître nos droits? C'est une bonne question. Moi, dans cette période de pandémie, il y a une série de droits qui ont été compromis. C'est assez évident. Et le problème, c'est que c'est difficile de savoir comment faire parce que la communication, en tout cas autour pendant cette période, était mauvaise. Je veux dire, particulièrement à l'attention des jeunes. Comment est-ce qu'on peut connaître ses droits quand on n'a pas une communication directe des responsables politiques qui viennent dire, ben voilà, dans cette situation particulière, voilà ce qu'on attend de vous, et voilà ce qu'on vous propose. Et donc moi, je regrette qu'il n'y ait jamais eu depuis le début de cette crise une communication adaptée aux jeunes, avec leur culture, avec leurs outils, sur leur réseau, etc., qui puissent vraiment s'intéresser à eux. La communication qui est faite, elle s'adresse principalement à des adultes. Et les jeunes n'ont jamais eu, j'ai envie de dire, une communication directe à leur égard de la part du Premier ministre. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes estiment qu'ils ont été oubliés. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ont été oubliés pendant cette crise, qu'on n'a pas veillé à leur intérêt supérieur, comme la Convention des droits de l'enfant le demande, et qu'on les a un peu négligés. Et en plus, non seulement on n'a pas communiqué avec eux, mais on n'a pas fait appel à leur expertise, à leur participation. Je veux dire, moi je participe à plein de groupes de travail, de task force sur des sujets qui concernent les enfants et les jeunes, et j'ai jamais croisé un jeune. Alors que forcément, ils sont les meilleurs experts, vous êtes les meilleurs experts de ce qui vous concerne. Mais on n'a pas pensé à ça, peut-être parce qu'il y avait l'urgence de trouver des solutions rapides, mais je regrette vraiment cet état de fait-là. C'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour faire entendre leur voix. Il n'est jamais trop tard, donc voilà. Et justement, ce que vous disiez par rapport à les jeunes oubliés, c'est la question suivante que les jeunes avaient préparée. Est-ce que les jeunes sont écoutés ou oubliés dans cette crise? On a trois oubliés et Juan qui ne sait pas trop. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Non, moi je pourquoi? ne rien parce que oublié, je dirais pas qu'on est oublié parce qu'on pense quand même à nous, les fermetures des écoles et tout ça, on pense quand même à nous. Juste, pour moi, on n'a pas le droit à la parole. C'est plus les adultes qui parlent pour nous que les jeunes parlent pour eux. Oui. Donc, mais oublié, je dirais pas qu'on est oublié, ça, je pense pas. Donc, je rejoins ce que M. DeVos vient de dire, c'est qu'on parle pour vous, mais on vous concerne rarement pour savoir ce qui vous concerne vous. Donc, on parle de vous, en effet. On entend souvent les jeunes attellent, on ferme les écoles, etc. Mais on prend rarement le temps d'écouter vraiment ce que vous avez à dire. Bah, je dirais pas tellement oublier, parce que oublier c'est un peu un grand mot, mais plutôt mis de côté. Oui. Non. Voilà. Vous vous sentez mis de côté dans les décisions? Oui. Une réaction continue? Moi, je ne fais pas monopoliser. Attends, vas-y. Non, c'est juste parce que Thibaut, tu avais aussi une deuxième question. Oui, tout à fait. Donc j'ai une deuxième question de la part de René. Le délégué général aux droits de l'enfant joue quel rôle dans la communauté française? Est-ce qu'on peut directement faire appel à lui en cas de problème? Et quel problème? Je fais vite alors. Oui, on peut faire appel à moi directement quand on ne trouve pas l'aide autour de soi. On peut faire appel à moi, clairement. Et mon travail, c'est plutôt de faire des recommandations aux responsables politiques et aux administrations pour améliorer la situation des enfants et des jeunes. Mais je gère aussi des situations individuelles et je ne vais pas donner les références ici, mais ça se trouve facilement. On met délégué général aux droits de l'enfant sur un moteur de recherche et on tombe sur les coordonnées. Alors, vous vous sentez plus serré dans le bus ou quand vous étiez au restaurant? On a 4 bus. Cette question, on en a discuté, elle est un peu particulière. Donc, si un jeune peut expliquer comment on en est venu à se poser cette question-là. Et bah, le fait, c'est plus général. C'est que c'est pas seulement pour soi, c'est plus pour tout le monde. S'il y a des gens qui préfèrent aller au restaurant parce qu'ils trouvent l'espace plus libre, bah c'est pas faux en fait. Parce que dans le bus, c'est pas une pièce, c'est pas énorme. Donc c'est plus dans ce genre de référence. C'est plus comme on expliquait tantôt pour dire des mesures un peu illogiques entre parfois les bus qui sont autorisés et les restos qui ne le sont pas. Ok. Alors, un grand sujet. Est-ce que vous préférez la liberté ou la sécurité? Oh, c'est dur.
entre les deux. Tu peux peut-être, on a 2 sécurités entre les deux, Juan, aussi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu te sors entre les deux, peut-être? Parce que forcément il faut penser à la sécurité et tout, mais après un an ça devient quand même long et ça commence un peu à nous énerver. Ouais. Parce que la sécurité c'est bien, mais la liberté aussi, enfin, sortir, voir ses potes, ça aussi c'est dans la vie. Donc, de tous les jours. ouais, la sécurité c'est une chose, mais vous avez l'impression qu'après un an c'est un peu d'étouffement et vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord ou si quelqu'un d'autre veut interagir. Bah oui, je suis d'accord dans le sens où oui, ils aimeraient bien, mais à partir du moment où c'est une pandémie mondiale quand même, tu peux pas vraiment te dire c'est pas genre le virus il va faire on fait une pause, on vous laisse 2 mois, vous faites ce que vous voulez, genre c'est pas, on contrôle pas vraiment ce qu'il fait et au bout d'un moment il faut quand même penser plus à la sécurité qu'à la liberté. Oui, c'est un droit fondamental comme on pourrait dire, mais c'est quand même, il faut vraiment penser à la sécurité. C'est un cas exceptionnel, donc c'est pas, ça rentre pas dans une case. Ouais. Bah, vos avis s'opposent sans vraiment s'opposer. On a Jordan qui souhaite de la liberté, mais qui comprend bien que c'est important. Et alors toi qui dis, bah oui, il faut passer justement par cette sécurité pour en arriver à la liberté. Et voilà. Je sais pas si vous partagez leur opinion ou pas du tout. Oui, moi je trouve que c'est tout à fait clair. Hein, cette balance entre les deux, elle est tout à fait cohérente et bien expliquée. Bravo. Alors, pour la dernière question de ce type, est-ce que vous avez peur de l'avenir ou est-ce que vous avez de l'espoir en cet avenir? C'est totalement partagé. On a 2 peurs et 2 espoirs. On finit vite et Thibaut a une question. Est-ce que vous savez dire pourquoi peut-être les peurs? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas si le virus peut grandir ou s'il va disparaître. On ne sait pas du tout et c'est pour ça que j'ai plus peur que j'ai espoir. De l'inconnu alors, de ce qui va se passer. Et pour ceux qui ont espoir, rapidement? Moi, j'ai toujours été très optimiste, donc forcément, je suis plus du côté espoir. Et puis, si on nous enlève l'espoir, qu'est-ce qui nous reste concrètement? C'est beau quand même, hein? C'est vrai. Thibaut, dis-nous. Oui, alors voilà, à quoi sert une AMO et plus particulièrement en cette période? Alors, donc une AMO, voilà, je pense qu'on a notre beau panneau ici, donc c'est un service d'action en milieu ouvert, donc elle est destinée à des jeunes de 0 à 22 ans et leur famille également. Alors, à quoi ça sert? À venir en aide donc à tout jeune qui pousse la porte du service, qui fait une demande. Donc, on a différents canaux via lesquels on peut joindre une AMO aussi, donc via les réseaux, le téléphone, la porte qui est plus ou moins ouverte, on va dire pour le moment, en raison des conditions sanitaires, évidemment. Mais voilà, donc on propose différentes choses, ça peut aller de l'accompagnement individuel à des activités qu'on propose, des projets comme ici, donc auxquels les jeunes participent, Solidarité. Et tout l'intérêt évidemment qu'il y ait des services comme ça qui continuent à fonctionner, vu qu'une AMO fait partie des services qui ont été considérés donc, comme essentiels pour le bon fonctionnement d'un pays, c'est évidemment qu'on reste disponible. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant aussi. On est ici une équipe de plusieurs personnes, chacun est disponible évidemment pour venir en aide aux jeunes, aux familles. On reçoit les demandes, que ce soit aux difficultés, que ce soit par rapport au niveau scolaire, en famille, des jeunes qui vont pas bien non plus. Voilà, je pense que c'est vraiment l'écoute qu'on peut proposer aussi, l'accompagnement et tout le soutien en cette période qui est évidemment fort compliquée pour vous les jeunes. Moi j'avais une question pour vous, mais justement quelles sont les activités durant le confinement qui ont été proposées? Est-ce que le service a continué? Quelles sont les activités proposées durant le confinement? Donc alors, pendant le confinement, on va dire strict qui a eu lieu l'année passée, donc c'est sûr que là tout le monde était chez lui, donc l'AMO en tant que tel a vraiment fermé ses portes, mais est resté disponible, comme je disais, via une permanence téléphonique, via les réseaux sociaux. L'équipe s'est fort mobilisée aussi justement via les réseaux pour rester en contact avec les jeunes, pour proposer aussi des choses un peu plus ludiques dans cette période qui était fort compliquée pour tout le monde.
Et puis petit à petit, quand on a été vers le déconfinement, là on a quand même vu qu'il y avait une demande de la part des jeunes de pouvoir un peu s'investir, mettre leur pierre à l'édifice. Et donc ils ont notamment participé à des projets qu'on a dit citoyens, solidaires au sein de l'AMO. Donc ça a été de la distribution de masques, de bouteilles d'eau, la distribution de colis alimentaires, la réalisation de soupes à destination des personnes les plus en difficulté. Et puis forcément, on a continué quand même aussi à faire de l'accompagnement dans les locaux, alors en adaptant, comme je disais, pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, vu que un service d'action en milieu ouvert, le mot le dit bien, on est supposé avoir les portes grandes ouvertes, aller à la rencontre des jeunes, etc. Donc ça, forcément, il a fallu s'adapter, mais les activités ont continué, que ce soit donc ces accompagnements, les activités, le travail de rue, qui est un gros projet au sein de l'AMO aussi, tout en s'adaptant forcément aux mesures, le nombre de jeunes qui a diminué, etc. Mais ça a continué en tout cas. Oui. On a encore Thibaut qui a une question et après on passera aux questions que les jeunes ont préparées. Dis-nous. Oui, une question de Anaïs. Que pensent les jeunes de Solidarité des activités proposées? C'est à vous de répondre. Franchement, je trouve que le projet est bien. Il est bien fait, les activités sont chouettes et les éducateurs sont chouettes aussi. Donc, franchement, Solidarité, c'est le top. C'est le top. Quelqu'un d'autre a envie de dire? Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas parce qu'ils sont là. Aussi, même en ces périodes qui restreignent un peu le choix d'activités, les activités restent quand même assez bien. C'est pas chercher et construire tout ça, donc ça reste assez bien. Donc c'est chouette, vous arrivez encore à faire des beaux projets malgré le confinement, vous arrivez encore à bouger. Oui, ils arrivent à trouver des solutions. C'est cool. Moi je trouve que c'est quand même une belle opportunité pour les jeunes. Voilà. Voilà, je pense qu'ils ont déjà pas mal répondu à la question. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous aviez préparé. Oui. Tu veux commencer, Jordan? Dis-nous. Moi, j'avais une question pour Florence. C'est quand pourra-t-on reprendre les activités tous les jours et tout le groupe ensemble à Solidarité? Alors ça, c'est une excellente question. Bon, je vais un peu te décevoir. Je n'ai pas la réponse, évidemment, parce que, voilà, comme tout le monde, je suis soumise aux règles qui fluctuent et aux décisions politiques, évidemment, par rapport à ça. Donc, t'imagines bien que le souhait serait évidemment que vous puissiez reprendre les activités en groupe, parce que, comme vous le savez, il y a aussi toute la dynamique de groupe, toute la cohésion que vous avez entre vous qui est un point important du projet. Donc c'est sûr qu'il a fallu s'adapter, comme Simon et Fix l'ont fait dans le projet, pour pouvoir respecter donc, les règles. Donc j'ai malheureusement pas de réponse sur quand vous allez pouvoir reprendre les choses de manière normale, mais en tout cas, je ne peux qu'espérer que ce soit évidemment le plus rapidement possible pour vous et pour le projet, les objectifs du projet. Quelqu'un d'autre avec une question? Moi, c'est pour Bernard De Vos. Avec votre expérience, voyez-vous un avenir positif pour la crise sanitaire dans un an plus ou moins? Je pense que, vous l'avez dit à un moment, peur de l'avenir, espoir dans l'avenir. Je veux dire, on doit faire de ce qu'on a traversé ensemble une force. On ne peut pas faire autrement. Je veux dire, ce serait trop bête. Ce serait gâcher deux fois le temps qu'on a perdu. Et si on n'en fait rien, il est perdu une deuxième fois. Je pense que la crise qu'on a connue a révélé des problèmes qui étaient là bien avant. On a parlé beaucoup du décrochage des jeunes, décrochage scolaire, et puis décrochage tout court. Sur le décrochage scolaire, je pense que la crise a mis en évidence le fait qu'on avait des soucis avec l'école. Et je pense que bien avant la pandémie, il y avait déjà beaucoup de problèmes de décrochage qu'on ne prenait pas suffisamment en considération. Aujourd'hui, on est obligé, il y a un souci. Je pense qu'avant la crise, il y avait déjà beaucoup de décrocheurs. On ne les voyait pas, c'est ce que j'appelle les décrocheurs assis, les décrocheurs en classe, toute une série de jeunes qui vont à l'école sans voir le sens, parce que c'est arrivé plusieurs fois. L'espoir dans l'avenir, c'est le sens, qu'est-ce qu'on met là-dedans. Donc je pense que, j'ai envie de dire qu'on est condamné à faire quelque chose de bien, avec toute la catastrophe qu'on aura, enfin catastrophe, voilà, c'est vrai que c'est une catastrophe, on ne doit pas, qu'on aura vécu ensemble. Et si on arrive à faire ça, on pourra se dire qu'on n'a pas tout raté quand même, qu'on aura tiré les enseignements. Et c'est ce que beaucoup de
d'observateur de ce qui se passe aujourd'hui dénonce, c'est qu'on n'a pas l'air, maintenant en tous les cas, d'apprendre. On n'a pas l'air d'apprendre de nos erreurs, on a l'air de répéter plusieurs fois. Donc il faudra vraiment que, de manière déterminée, on essaie de sortir quelque chose de positif de cette crise-là. Merci beaucoup. Maëva, t'as encore une question ou deux? J'en ai une, mais il y en a 3 dedans. Oh. Pose tout ce que tu veux, on est là pour ça. Pourquoi s'être orienté vers ce que vous faites, c'est pour vous deux, et est-ce que c'est plaisant ou est-ce que c'est difficile? À toi, vas-y. Alors pourquoi voilà, tout simplement parce que je trouve que le travail avec les jeunes, c'est passionnant. Moi, j'en apprends tous les jours quand je vous entends, enfin vous d'autres jeunes, les collègues qui travaillent aussi au sein de l'AMO. Je pense que, voilà, vous l'avez dit, les jeunes ont beaucoup de choses à dire et très certainement qu'on ne fait pas encore assez attention à ce qu'ils disent, à la manière dont on récolte leurs paroles et on la relaye, ce qui est aussi un peu le rôle de Bernard, de pouvoir aussi interpeller les personnes qui nous dirigent par rapport à ce que vous avez à dire. Donc voilà, pourquoi ce travail-là? Parce que je le trouve passionnant. Et alors, excuse-moi, j'ai une toute petite mémoire. C'était quoi tes sous-questions, Maïva? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est difficile? Voilà, bon, écoute, est-ce que c'est plaisant? J'en ai déjà un peu parlé. C'est sûr qu'au quotidien, c'est très riche. Maintenant, il y a des moments plus compliqués. C'est parfois plus dur aussi de voir des situations difficiles que vivent les jeunes. Parfois de se dire, est-ce qu'on parvient à vous aider? Est-ce que ce sont les bonnes choses qu'on vous propose pour que vous alliez mieux, que vous sortiez des difficultés? Donc ça, c'est le côté parfois moins plaisant quand on se rend compte que les jeunes vont pas bien. Mais voilà, derrière ça, je trouve qu'il y a des tas de choses qu'on peut mettre en place avec vous, des beaux projets à mener. Donc ça, c'est passionnant, quoi, au quotidien. Moi, je peux répondre à la question vite fait aussi, mais je vais faire court. Sur la situation, c'est plus ou moins pareil que Florence. L'idée d'être en relation avec des jeunes et de pouvoir découvrir leur potentiel, les encourager à ça, c'est les encourager à se dépasser, les encourager à... Oui, et ensemble arriver à sortir de l'image un peu dramatique des jeunes qui sont un peu fouteurs de merde, etc., qui sont capables de pas grand-chose, qui est une image qu'on garde depuis la nuit des temps. Donc je dis souvent que chaque génération estime toujours que celle qui suit est moins disciplinée, moins organisée, plus violente, plus agressive. Ça a toujours été comme ça, depuis la nuit des temps. Et donc ça, c'est gai d'arriver à faire mentir les mauvaises idées comme ça, c'est plaisant. Et puis alors, oui, c'est plaisant aussi parfois parce que c'est difficile. Et dans mon boulot, ce qui est très plaisant, c'est que c'est très varié. Je travaille sur toutes les questions d'enfance et de jeunesse, et ça c'est très gai. Et surtout pouvoir faire des liens entre des thématiques. C'est-à-dire tu fais des liens entre, par exemple, la question de la pauvreté infantile et les questions de santé, faire des liens entre le bien-être des jeunes et l'école, faire des liens entre le harcèlement et les violences qui sont produites par l'école. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui est assez passionnant. Donc c'est plaisant, très. Moi j'ai toujours dit le plus beau métier de la Terre, c'est moi qui l'ai. Voilà. C'est agréable d'entendre des personnes qui travaillent pour les jeunes et avec les jeunes et qui ont autant de convictions. On a encore, je pense, une question de Thibaut. Oui, une question de Arnaud. Quel est le regard que M. De Vos par rapport aux différents rassemblements dans les parcs et autres auxquels nos jeunes ont participé? Que leur répondre au fait qu'ils ont le sentiment qu'on leur vole leur jeunesse? Je pense qu'il faut considérer qu'on a laissé très peu d'espace, je l'ai dit tout à l'heure, très peu d'espace d'expression aux jeunes. Alors, évidemment, le problème c'est que ces rassemblements se terminent souvent en confrontation avec la police, avec de nouveau un regard très dur par rapport à la jeunesse, et je le regrette, mais je comprends évidemment aisément que des jeunes, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment des jeunes pourraient respecter des règles auxquelles ils n'ont jamais été associés. On ne les a jamais associés à l'établissement de ces règles. Je pense par exemple sur la fameuse règle, la bulle de 1, là, tu sais, on peut avoir un contact. Je pense que pour un jeune, pour un adolescent, on aurait pu leur dire, on sait que l'adolescence c'est une période où on a envie de rencontrer beaucoup de monde,
Et donc c'est des grands groupes, c'est ça l'adolescence, hein, c'est chercher un peu ses limites, rencontrer d'autres personnes, etc. On aurait dit à ce moment-là, ben, vous devez limiter vos relations et vous ne pouvez pas avoir 50 copains, vous pouvez en avoir 6 ou 5 ou 6 et puis pour le reste, ben, vous devrez garder le masque, la distance avec les autres si vous voulez plus. Je pense qu'on aurait beaucoup d'adolescents qui auraient joué le jeu, parce que beaucoup d'adolescents ont beaucoup de connaissances, mais ils ont souvent un cercle rapproché de 5-6 jeunes. On aurait pu faire ça. On ne l'a pas fait parce que simplement on n'a même pas laissé les jeunes le droit de donner leur avis sur le fait que c'est jouable ou pas. Je connais très peu d'adolescents qui se sont limités à la bulle de 1, je connais peu d'adultes qui se sont limités à la bulle de 1. Donc je pense vraiment que c'est ça le souci. Et donc le regard qu'on a sur ces rassemblements, qui est parfois dans les médias extrêmement sombre, hein, ils boivent, ils sont trop proches, ils ne mettent pas de masque, etc. Je trouve que c'est vraiment très dommage parce que globalement, ils n'ont pas d'autres possibilités. On ne leur a pas offert d'autres possibilités pour s'exprimer et pour donner leur point de vue sur ce qu'ils pensaient raisonnable à leur égard. Bah, on en revient encore une fois que l'émission c'est une bonne idée pour que chacun puisse s'exprimer parce que c'est ça qu'on entend beaucoup, que ce soit dans les questions, dans vos réponses ou les jeunes, c'est que bah, voilà, ils avaient des choses à dire et vu que ça les concerne, bah, il est temps de commencer à écouter un petit peu. Nous, avant l'émission, on a posté sur nos réseaux un peu ce qu'on allait faire, on a demandé des questions. Il y a une question qui était ressortie d'une jeune fille qui se demandait si c'était un peu normal d'ouvrir, fermer les écoles et par conséquent déstabiliser la scolarité des jeunes. Donc, je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez constaté au niveau justement des écoles qui sont ouvertes, fermées, cours à distance, etc. Moi, si ce qui me semble évident, c'est qu'à un moment, on a fait une erreur, je crois. On a dit on donne priorité à l'école. Je pense qu'on aurait dû dire on donne priorité au système éducatif. Parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Et donc l'école, elle est importante, mais il y a tout ce que j'appelle l'éducation non formelle. La participation à un projet citoyen, la participation à des projets genre AMO, des projets culturels, l'activité sportive, etc. C'est aussi ça, de se former, grandir, ce sont des outils importants. Et donc, qu'on ferme, qu'on ouvre, c'est un souci, évidemment. Moi, ce que je regrette, c'est que l'école qui est devenue le centre névralgique de toute l'attention qu'on donne aux jeunes, parce que c'est plus tout le temps, on fait tout pour que les écoles restent ouvertes. Eh bien, si les écoles restent ouvertes, il faut qu'elles deviennent le lieu où il se passe ce qui se passe d'habitude dans les écoles, ça veut dire les cours, les apprentissages cognitifs, mais ça devrait idéalement aussi, ça doit devenir plus que c'est d'habitude, un lieu d'expression, un lieu de participation, dans lequel des acteurs extérieurs pourraient intervenir pour amener du contenu autre du contenu scolaire. Parce que sinon, on réduit l'existence des jeunes à apprendre. Et ça ne marche pas. Je pense que l'école devrait, idéalement, et il est encore temps pour le faire maintenant, et moi j'encourage d'ailleurs les acteurs de ce que j'appelle l'éducation non formelle, école de devoir, accueil temps libre, AMO, etc., à faire un maximum de propositions vis-à-vis des écoles. Je sais que ce n'est pas toujours facile les relations entre les uns et les autres, et aux écoles à faire appel à d'autres acteurs pour essayer de faire en sorte que l'expérience scolaire ne se limite pas simplement à des apprentissages, et que ce soit quelque chose de riche et qui puisse en tous les cas servir la santé mentale des jeunes, dont on sait qu'elle est quand même, comme pour tous les adultes aussi, un peu détériorée et en difficulté pour le moment. Merci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec ça, vu que justement vous vivez le projet Solidarité qui est en dehors de l'école, mais vous continuez à venir, à avoir des apprentissages, à faire des choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que monsieur dit, que c'est important, il y a l'école, mais qu'on aurait pu mettre d'autres choses en place comme vous, quoi. Non, je suis assez d'accord. Ça va, merci. Moi j'avais peut-être une question aussi, donc voilà, est-ce que pour vous cette crise a accentué des discriminations, des inégalités au sein de cette jeunesse? Je pense que franchement la crise était, on l'a dit à plusieurs reprises, un véritable révélateur de ce qui ne fonctionnait pas avant. Si je parle d'un sujet moi, qui me met très cher, sur la pauvreté infantile par exemple, c'est évident qu'on a découvert à la faveur de cette crise des situations innommables, des situations dramatiques, notamment lors du confinement, parce qu'on voyait à la télé en général
des familles relativement bien loties, avec du matériel informatique, avec des parents intentionnés qui avaient la compétence pour entourer leurs enfants. Mais pour beaucoup d'enfants, ça a été une galère et ça reste une galère. D'autant que on sait bien qu'en termes d'argent, de capacité économique, la grosse majorité des citoyens belges ont vu une augmentation de leur épargne. Parce que pas de restaurant, pas de voyage possible. Ceux qui ont de l'argent pour faire ça l'ont mis de côté. Mais les plus pauvres, qui ont perdu des boulots, qui ont perdu toute une série d'avantages qu'ils avaient avant, se sont encore appauvris. Et donc là, il y a vraiment des choses très importantes. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai dit sur la question de l'école, combien cette crise a révélé la question du décrochage. Le décrochage scolaire, il était là depuis longtemps. Il y a beaucoup d'acteurs qui tentent d'intervenir sur ces questions-là avec très peu de résultats. La question du harcèlement scolaire, qu'on pourrait croire plutôt en diminution alors que les enfants ne vont pas à l'école, on sait que ce harcèlement qui débute à l'école est surtout activé par les réseaux sociaux. Le fait que des jeunes soient très présents sur les réseaux sociaux pour le moment et très souvent sur leur ordinateur fait en sorte que le ressenti qu'on a, c'est que les situations de harcèlement sont plus importantes aujourd'hui qu'avant. Donc c'est un révélateur. Merci beaucoup. On a chez Thibault encore des questions. Oui, donc c'est une question de Martine. Au vu du travail de terrain accompli pour les jeunes et avec les jeunes, y a-t-il une prise de conscience de l'importance de votre service par le pouvoir politique local, voire même fédéral? Moyens suffisants, subsides, etc. Alors, bon, au niveau, voilà, tout ce qui est subsides, etc., ça on verra évidemment à moyen terme par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a des choses dont le politique a bien conscience. Enfin, on sait qu'au niveau, par exemple, de notre ministre, donc la ministre de l'aide à la jeunesse, ben, il y a des budgets qui sont dégagés, notamment pour pouvoir renforcer les équipes des AMO qui ont été, comme on l'a dit, sur le terrain depuis un an. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas à ce niveau-là, qu'il y a besoin d'un renforcement. Voilà, je pense qu'après, c'est évidemment un travail de longue haleine, de faire connaître les projets d'une AMO, de rendre compte évidemment de ce qu'on fait, de l'aide qu'on peut apporter, de la mission vraiment de prévention qu'a une AMO par rapport aux jeunes. Donc voilà, ça je dirais que c'est un travail en tout cas qui se fait à long terme, et donc j'espère en tout cas qu'il pourra être suffisamment pris en compte, que ce soit à la fois par les pouvoirs locaux ou à un niveau plus élevé. Et juste aussi, je vais poser la question aux jeunes. S'il y avait une mesure que vous souhaiteriez voir assouplie, laquelle ce serait? Moi je crois que c'est le couvre-feu. Parce que je vois pas, en soi, je vois pas trop l'intérêt du couvre-feu alors qu'on peut déjà pas trop sortir de chez nous. Donc je vois pas l'intérêt qu'il y a dans cette règle. Ok. Les autres, vous avez... Moi personnellement, j'aurais à peu près toutes les règles, vu que je suis très chez moi, je suis plus à l'aise derrière mon PC qu'avec des gens ou quoi. Les règles, elles me touchent pas vraiment, quoi. Genre. Moi, je pense que la même chose que Jordan, vraiment je donne aussi mon avis, mais le couvre-feu, c'est pas, pour certaines personnes, c'est pas possible, et notamment le fait d'avoir un confinement aussi. Si on est reconfiné, on retourne en arrière et c'est pas toujours bon pour les jeunes ou autant pour les adultes, quoi. Ok, parfait. Voilà, donc ici on arrive tout doucement au terme de cette première émission, en tout cas du débat. Et donc on voulait terminer avec un message d'espoir, un message positif. Donc c'est pourquoi on va demander à Rowan de lire le texte que Océane, donc
c'est une participante aussi au projet Solidarité qui a écrit ce texte. Donc voilà. La période que nous vivons depuis plus d'un an a évidemment beaucoup de points négatifs, comme les décès, les hôpitaux qui saturent et évidemment le confinement. Nous sommes à un âge où voir ses amis, passer du temps, s'amuser et voir des gens se développer, vivre tout simplement est important. Or, tout cela, nous le mettons entre parenthèses car nous sommes privés de certaines de nos libertés. Nous sommes conscients que c'est pour la bonne cause et pour sauver des vies, mais ça reste un sacrifice qu'on demande de faire à notre jeunesse. Malgré tout, nous avons observé avec notre groupe lors des activités qu'il y avait tout de même des points positifs à mettre en avant, car des situations négatives, il y en a souvent des éléments positifs à mettre en avant. Certains se sont rapprochés de leur famille, parents, frères et sœurs, parce qu'auparavant, ils vivaient des situations conflictuelles. D'autres ont également découvert certaines passions comme la cuisine, la musique ou encore les dessins. D'autres encore ont développé des compétences personnelles comme le fait d'aider des gens isolés, seuls, d'être solidaires. D'autres ont aussi révélé le fait que durant le confinement, par endroits, la nature avait repris ses droits. Alors oui, cette crise est difficile à vivre avec chacun ses situations personnelles, ses difficultés, son caractère. Et oui, certes, ceux-ci ont pu s'accentuer pour certains jeunes avec le Covid. Néanmoins, il y a un point commun à tout cela, c'est que cela nous concerne tous. Donc au lieu parfois de nous stigmatiser et de chercher des coupables, essayons de trouver la solution et surtout restons solidaires. Voilà. Merci Rohan et merci Océane pour ces belles paroles. Et donc nous arrivons déjà à la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Ne quittez pas tout de suite. Avant de clôturer, je tiens d'abord à remercier les chevinats de la jeunesse de Orp-Jauge, ainsi que la maison des jeunes de Orp-Jauge. Merci à vous, Monsieur De Vos, et merci à vous, Madame Brion, d'être présent et d'avoir pu répondre aux questions des jeunes, donner votre avis. Un grand merci à vous, tous les quatre, d'avoir été présents, de vous être investis avant pour préparer et maintenant durant l'émission. C'est pas toujours facile de passer devant la caméra. Merci à l'équipe technique également pour nous avoir permis de pouvoir réaliser cette émission et merci à l'équipe de l'AMO de Jodogne sans qui nous n'aurions pas pu faire tout ça. Et surtout, un grand merci à vous de nous avoir regardés. Vous pourrez évidemment nous retrouver la semaine prochaine pour notre émission sur l'enseignement avec Madame De Vos, qui est donc directrice au CPES de Jodogne. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques ou tout ce que vous voulez donc sur nos adresses qui vont défiler un peu plus tard dans l'émission. Juste un petit rappel, si jamais vous les jeunes ou les moins jeunes, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de bouger, les portes de l'AMO, les portes de la Maison des Jeunes et plein d'autres lieux sont là pour vous accueillir, même durant le confinement, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, nos coordonnées passeront à la fin de l'émission. Et pour clôturer cette émission, comme c'est une émission dédiée aux jeunes, je vais passer le dernier mot à Maëva. Alors, j'aimerais dire qu'un homme a dit qu'une journée sans rire était une journée perdue, alors qu'il fallait sourire. C'est tout. Merci beaucoup.